Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Manu pour RCF1 et on se retrouve donc pour cette troisième vidéo consacrée à la Roche Rapide F1 2016. On va revenir un petit peu sur l'essai de cette Formule 1. Donc on a pu tester sur la piste moquette de la SMN. Donc on a pu tester avec cette roche deux configurations. On a fait une configuration, un premier test dont vous verrez les vidéos un petit peu plus tard. Donc avec le châssis carbone, donc châssis et pot de carbone qui est livré dans le kit. Et enfin on a pu tester quelques options, donc notamment je vais vous montrer ça, hop, le châssis aluminium qui est livré en option. Donc c'est un test, une petite revue qui reviendra un petit peu sur les deux châssis, la différence qu'on peut avoir en fonctionnement, les gains obtenus aussi en chronométrique sur la piste. D'abord on va revenir un petit peu sur le montage de cette voiture. On va regarder un petit peu les solutions techniques qui ont été trouvées. Donc donc déjà pour revenir sur le châssis, ce qu'il y a dans la boîte, hein, je vais vous montrer dans la vidéo de déballage. Donc dans la boîte il y a tout le contenu, donc avec le châssis carbone. Il n'y a pas d'aileron, pas de carrosserie, pas de pneus bien sûr. Donc c'est un kit simple. Il est à noter aussi dans la boîte, c'est un petit bémol que je mettrai, mais bon ça s'explique un petit peu aussi. Il n'y a pas d'huile ou de graisse pour les deux dumpers latéraux, et il n'y a pas non plus de graisse de diff livrée avec. Donc la graisse de diff au moins ils auraient pu faire l'effort de mettre dedans. C'est un petit peu dommage. Bon la graisse de diff, hein, c'est comme une graisse de diff pour toutes les autres F1, il n'y a pas de difficulté. Bon, les dumpers latéraux, ça s'explique aussi parce qu'il y a pas mal de choix. Hein. C'est vrai que souvent les gens remettent leur setup, donc ils vont rarement sur l'huile qui est livrée avec le kit. Donc il est livré seulement en huile, le central avec, je crois que c'est la 450 hein, qui est livrée dans le kit. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Allez, on va repartir un petit peu de l'avant du véhicule et puis on va regarder un petit peu toutes les fonctionnalités, toutes les options. Donc c'est un train avant donc avec deux triangles carbone qui est monté sur des rotules. Alors les rotules Roche, en fait, ce sont des rotules qui sont métalliques et qui sont en fait montées en une seule fois dans des coupelles. Enfin c'est des coupelles souvent chez d'autres constructeurs. On a deux demi-coupelles qui viennent emprisonner la rotule. Là, la rotule est assez serrée en fait dans cette, je sais pas comment on pourrait dire ça, dans sa cage plastique quoi. Et donc comme les autres, hein, en fait en dessous ou au-dessus, enfin ça dépend où on met les trucs, ça sera, je sais pas si on le verra pas à la vidéo, ce sera serti avec un joint de l'autre côté en fait qui empêchera donc la gaine en plastique de ressortir du trou. Alors, pourquoi je prends du temps en fait pour vous expliquer ça, c'est que c'est le petit point de préparation à faire en fait sur ce châssis qui est important. En fait, les rotules ne sont pas très libres en fait au montage simple comme ça, c'est-à-dire que si on fout directement la rotule dans le plastique et qu'on monte ça comme ça, en fait le train va être super bridé au niveau de ses déplacements, il va pas être libre du tout. Donc il y aura une petite préparation à faire. Donc il y a deux solutions hein, pour préparer ça. Donc l'idée en fait ça va être de roder la pièce en plastique pour que la rotule soit plus libre à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai utilisé une vis en fait donc j'ai monté en fait les rotules dans les inserts hein, en plastique. J'ai fait traverser une vis avec un écrou. Ensuite j'ai pris la vis dans un tournevis électrique ou une perceuse, peu importe, et on fait tourner très vite en fait la rotule dans l'insert pour qu'il prenne sa forme et qu'il prenne du jeu. Donc on va tout de suite voir au fur et à mesure. Alors ça prend un peu de temps hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'abrasion. Hein. La rotule est quand même un traitement assez
assez peu abrasif, donc il faut prendre son temps pour le faire. Mais je trouve que c'est la meilleure façon de le faire sans abîmer l'insert. Au début, j'ai fait quelques tests avec des inserts, notamment sur les inserts qui sont en dessous là, ici là. Et ça me joue quelques tours maintenant, puisque en fait j'ai trop, par exemple, préparé cet insert là. Et du coup, sur des gros chocs, en fait, la rotule sort de l'insert. Alors c'est de ma faute, hein, c'est pas une mauvaise conception de la pièce. Hein, quand la pièce est montée bien comme il faut, normalement il n'y a pas ce défaut-là. Donc du coup, j'ai racheté des inserts. Alors les inserts chez Roche, hein, ça se présente sous cette forme-là. Donc comme je vous le dis, en fait, c'est vraiment... Bon, il y a 4 pièces, je crois que ça vaut 5 €, je crois, les 4 pièces. Et puis les petits joints, on doit en avoir pour 2-3 €, hein, le paquet de 5. Donc bon, c'est pas excessif. Ça c'est un bon truc à acheter, hein, avec le kit, si vous avez l'option de le faire. Si on se rate sur un montage ou sur comment ça s'appelle, sur une préparation, ça peut être sympa. Je vais baisser un petit peu les luminosité parce que c'est un petit peu fort. Voilà. Donc les références, hein, c'est 680, c'est ça, 34,092 et 34,091. Voilà donc pour les inserts, donc bien les préparer, un petit peu d'huile, hein, quand on les monte, de l'huile très légère. Alors par exemple on peut mettre de l'huile pour roulement à billes, l'huile pour roulement, ou alors une huile très fine, genre de la 250 ou de la 300, quelque chose comme ça. Ça fait tout à fait l'affaire. C'est pas mal. Il y a d'autres pilotes qui préparent ça au papier de verre. Le problème en fait c'est qu'il faut préparer que l'intérieur de l'insert et pas l'extérieur pour pas que la rotule ressorte. Donc si on fait papier de verre, c'est pas hyper facile à faire, quoi. C'est pas vraiment quelque chose que je préconise. Je préfère plutôt la méthode de faire tourner la rotule dedans. Ça marche pas mal. Allez, donc on revient un petit peu sur le reste du train avant. Donc on a, comme je vous l'ai dit, hein, deux parties pour le train inférieur en carbone, 2 parties pour le train supérieur. Au niveau des réglages, donc ici en fait on a une pièce qui va tenir à la fois le train supérieur et le cerveau. En fait ça va tenir le support de cerveau, enfin le support de cerveau va s'appuyer dessus. Donc cette pièce là, elle a 4 positions, enfin c'est pas ça, il y a 2 pièces qui ont chacune 2 positions, hein. En fait on retourne la pièce, et qui nous donnera 4 réglages de chasse différents, donc les réglages de tête, je crois que c'est 3, 6, 9 et 12 degrés pour les réglages de chasse. Et en fait en dessous, hop, voilà, on va le voir ici, en dessous ici on a des inserts métalliques. Donc pareil, on aura 2 paires d'inserts métalliques, donc eux aussi qui auront 2 positions, hein, on pourra les retourner comme ça, qui nous donneront le réglage de carrossage, hein, parce qu'ici en fait, ce réglage là, cette vis là elle vient se visser dans l'insert métallique qui est en dessous, hein, elle ne vient pas se visser dans la plaque en carbone. L'insert métallique lui il est fixé sur la plaque en carbone par ces 2 vis là. Donc ça nous donne en fait pareil là 4 réglages, donc on arrive à 1, 1, 5, 2, 5, 1, 1, 5, 2 et 2, 5 degrés de carrossage. Voilà pour ces réglages là. Donc sur les fusées, comme d'habitude, on va avoir plusieurs points pour augmenter la vivacité du train avant. Donc de changer les réglages d'Ackermann, hein. Bon, typiquement le point qui marche c'est toujours le point le plus éloigné, hein. Si on va un petit peu trop devant, le train avant va être vraiment trop vif, ça va être un petit peu compliqué à gérer. On a également des butées, hop, je sais pas si vous allez voir, si voilà, ici, hop, je vais passer par en dessous, on a des butées ici pour la butée des fusées, hein, donc ça diminue la course, enfin ça réduit la course de la direction, voilà. Et puis comme d'habitude en fait on va faire le réglage de hauteur de caisse. Hop, si je tape pas dans tout, voilà, le réglage de hauteur de caisse il se fait en fait avec des rondelles classiquement au-dessus et en dessous de la fusée. Alors ce qu'il faut savoir sur la hauteur de caisse à l'avant, c'est que déjà de base en fait avec les colonnettes ici qui sont livrées dans le kit, alors ça c'est pas les colonnettes du kit, c'est des colonnettes options qui sont plus petites.
Les colonnes du kit, en fait, elles sont un petit peu plus longues, et ce qui fait que ça remonte le train avant de quelques millimètres, de 1 ou 2 millimètres, et donc ça nous donne une garde au sol plus basse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avec le kit, avec le réglage du kit, sur les pneus ride notamment, qui sont un petit peu plus petits en diamètre que les pneus PIT ou les pneus GRP, on arrive à peine à 4,5 mm de garde au sol. On est en dessous de 4,5 mm de garde au sol. Donc ce qui peut être un problème si on fait des courses officielles. Par exemple, si on fait des courses en moquette, type ETS ou championnat de France, hein, on sera en dessous des 5 mm, donc pas jouable. Donc là, Roche a sorti en option ces colonnettes-là, qui sont plus courtes d'1 millimètre. Et dans le kit, ils livrent aussi des petites rondelles. Donc on pourra quand même revenir à la hauteur d'origine, mais on pourra enlever ces rondelles pour diminuer, pour augmenter justement la garde au sol d'1 millimètre. Et jouer un petit peu plus avec les rondelles sur la fusée. En option aussi, on va avoir ce petit rigidifieur à l'avant, là, ce petit rigidifieur en carbone ici. Voilà, c'est une pièce pas chère, hein, je crois que c'est 4-5 € aussi. Bon, ça fait son usage, c'est pas flagrant, mais ça rigidifie un petit peu le tout. Ça participe à l'efficacité du train avant. Classiquement, donc on va retrouver les mêmes empreintes pour pour l'aileron avant que sur du Tamiya ou enfin c'est des empreintes Tamiya. Donc on va retrouver tous les ailerons compatibles du marché. Là ici j'ai mis un Montec. On va pouvoir mettre du Serpent, du Tamiya, tout ce qu'on veut. Du X-Ray, ça y a aucun souci là-dessus. Allez, on va un petit peu plus derrière. Alors on va revenir sur ici sur la barre d'Ackerman en fait ici là. Alors ça c'est pas mal. C'est qu'en fait donc on a deux réglages d'Ackerman ici. Je vais d'abord. Hop, je sais pas si on va le voir en vidéo. Voilà. On a deux trous en fait qui permettent de donner de l'angle aux biellettes. Bien sûr, donc pareil, le passement c'est comme d'habitude, c'est des biellettes à pas inverser ici. Et donc on a deux réglages d'Ackerman, mais aussi en dessous, je ne sais pas si on va bien le voir, voilà, on a une vis ici qu'on pourra desserrer pour faire avancer toute la partie là. Donc là elle est reculée au maximum, hein, parce que je voulais avoir le moins d'Ackerman possible. On pourra donc avancer complètement tout l'avant des biellettes là, de l'Ackerman. On a 5 positions hein, en fait, de réglage pour cette pièce là. Là aussi pareil, on a 2 positions pour le réglage de la biellette qui va au cerveau. Donc 2 positions ici. Hein, pareil, c'est tout pour, par exemple si on a un cerveau qui n'a pas beaucoup de courses, ou si on veut quelque chose qui soit vraiment vif, on pourra jouer dessus. Je reviendrai un petit peu sur le ressenti des essais, j'expliquerai 2-3 trucs sur le train avant, un petit peu plus tard. Donc le cerveau, lui, il est monté donc en position arrière, donc comme ça se fait souvent maintenant. Donc c'est des cerveaux low profile qu'on pourra mettre. Je pense même qu'on pourra mettre un cerveau complet, mais bon, low profile ça prend moins de place. Donc il est monté soit flottant, ici, donc sur cette arche métallique là. Soit flottant, soit on pourra mettre en dessous ici une rondelle, c'est-à-dire qu'en fait cette pièce métallique là elle est à 1 mm du châssis, ici, donc il ne touche pas, ou alors on peut mettre une rondelle comme j'ai fait moi, mettre une rondelle et mettre une vis de l'autre côté, donc ne plus avoir le cerveau flottant, donc redonner de la rigidité au châssis. Donc l'intérêt en fait du cerveau flottant c'est pareil, hein, c'est qu'on va redonner du flex au châssis, au cerveau flottant, donc c'est intéressant par exemple sur les pistes où on a peu de grippe ou sur les pistes en extérieur, avec surtout les châssis carbone, on va redonner du flex au carbone, donc on va retrouver du grip. C'est ça l'idée. Là, comme je roulais sur moquette, effectivement, avec le châssis Ali, ça n'a aucun intérêt, parce que le châssis alu, pardon, lui, il ne bouge pas, il flexe pas, hein, parce que s'il commence à flexer, il faut changer le châssis, quoi, en gros. Donc lui, il ne bouge pas. Donc on peut rigidifier l'ensemble. Et puis l'idée c'est vraiment d'avoir du grip hein, sur le châssis, c'est pas mal. Un petit peu plus loin, donc ici on va retrouver tout l'espace pour mettre l'électronique. Alors comme vous le voyez, donc j'ai fait un montage électronique qui est quand même assez serré. En fait ils expliquent ça par le montage en fait des links
qui ne sont pas directement sur le châssis. Donc en fait, ils vont gagner tout cet espace-là, des deux côtés. Même c'est la même chose là, sur le châssis carbone. Je vous remonte. Voilà. Donc pour avoir un châssis plus étroit en fait, pour avoir quelque chose de plus vif en fait dans les virages. Donc les ligues sont montées sur ces pièces en plastique. Donc c'est assez costaud, j'ai pas eu de casse là-dessus, donc il n'y a pas vraiment de souci jusque là. Mais bon, alors ça veut dire qu'il n'y a quand même pas énormément de place pour monter l'électronique derrière en fait, derrière tout ça. On vient un petit peu sur la platine supérieure. Donc la platine supérieure, donc c'est pareil, assez fine, montée sur deux colonnettes. Là il n'y a pas de difficulté. Donc les supports de carreaux, assez costaud, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc sur cette platine, on va donc monter l'amortisseur central. Donc l'amortisseur central, c'est un amortisseur gros volume, hein, type dixième DTM, Touring un petit peu, qui fait bien son office, il marche pas mal. Donc leur ressort d'origine est moyen, c'est pas le ressort le plus souple. Par contre, le truc que j'ai fait moi, c'est que j'ai durci, hein, parce que le setup d'origine, je crois, proposait 450 en huile dedans. Moi, je suis monté là-dessus, là il y a de la 600 à l'intérieur. Alors, on pourrait monter encore plus, hein, je pense que ça mériterait de monter encore un petit peu plus. Donc c'est un réglage à voir, ça dépend vraiment de l'adhérence que vous avez et puis du circuit que vous pratiquez. Donc deux dumpers derrière, qui sont quand même assez longs en fait, l'arrière est assez large, ce qui permet d'avoir des dumpers assez longs, pas super courts comme il y a par exemple sur les yokes. On a des dumpers assez longs, ça marche mieux, enfin, je trouve. Les dumpers des yokes ils sont vraiment trop petits, il manque des yoke combo pardon, il manque en fait de débattement. En fait la graisse a vraiment du mal à s'appliquer complètement sur toute la longueur du tube. Donc ça c'est bien d'avoir des longs débattements comme ça. Ça donne un petit un setup qui est plus homogène, je trouve. Le train arrière est plus homogène. Donc là, le setup d'origine propose de la 3000 hein, dans le setup de base. Ah, c'est sympa de klaxonner. Donc ça propose de la 3000. Alors pourquoi ça propose de la 3000? Parce que en fait dans les tests que j'ai pu faire, à l'arrière, on a vraiment du manque sur l'arrière. On a du mal en fait à trouver de l'adhérence. Surtout à la relâche des gaz, en fait, c'est un châssis qui va être assez survireur en fait quand on va relâcher les gaz. Alors c'est pas trop la remise des gaz, ça se passe pas trop mal, mais c'est vraiment au transfert de masse, au moment des transferts de masse, je sais pas, il doit y avoir un truc qui est un petit peu piégeux. Alors c'est pas dramatique, hein, c'est quelque chose que j'ai constaté moi. Mais je trouve en fait que l'arrière manque un peu de grip hein, quand on compare aux autres châssis. Alors c'est un petit peu pareil en fait que la yoke, c'est un peu le même principe. Mais je vais peut-être revenir un petit peu dessus après les essais, on en reparle un petit peu avant. Je continue à détailler. Donc voilà, l'idée en fait c'était vraiment d'avoir quelque chose d'homogène sur l'arrière, donc de durcir ici. Eux ils ont mis très light ici pour retrouver je pense du grip hein, sur l'arrière. Donc moi j'ai monté un petit peu sur moquette pour retrouver un petit peu d'homogénéité, c'est un peu mieux. Les ressorts d'origine, bon je les ai laissés, ils sont relativement souples, hein. C'est pareil, c'est pas très dur, c'est pas les ressorts les plus durs qu'il y ait. Et alors c'est pareil, hein, chez Roche ils ont toute la gamme de ressorts, que ce soit avant comme arrière. Ah j'ai oublié de parler des ressorts avant, donc les ressorts avant c'est des ressorts médium aussi. Que j'ai remplacé par des ressorts souples. Moi je préfère avoir quelque chose de plus souple à l'avant sur moquette, même à l'extérieur d'ailleurs. Je roule toujours assez souple en fait à l'avant. Mais bon, ceux d'origine marchent aussi. Hein. C'est vraiment une question de goût. La cage moteur, elle, donc on pourra, donc c'est pareil, c'est classique. Assez évidé ici. On a la place en fait pour visser. Si on a besoin d'un petit ventilateur fin en fait ici là. Ça c'est pas mal. Donc derrière sur l'axe, donc ça va être en fait un système où on a l'axe qui est emprisonné dans ces pièces métalliques là. Et on va pouvoir donc remonter l'axe avec des rondelles ou le retourner.
ou le retourner comme ça pour diminuer l'empattement également. Hein, donc en fait on retourne cette pièce là, ça fait un empattement court, on la met dans l'autre sens, ça fait un empattement long. On la met dans un sens, ça monte la garde au sol, on la met dans l'autre sens, ça descend la garde au sol. Voilà, donc l'idée c'est de retrouver 5 mm en gros de garde au sol derrière. Moi je me suis mis en empattement long parce que même en empattement court, même sur moquette, là je vous ai dit c'est pareil, j'ai des manques de grip à l'arrière. Donc l'empattement court c'était vraiment pas bien. La couronne, alors la couronne c'est pas la couronne d'origine. Parce que malheureusement je me suis fait refaire la couronne en roulant, donc j'ai pas mal roulé quand même avec le châssis. Donc du coup j'ai remis une classique couronne en 48, la couronne d'origine elle est en 64 dp, avec pas mal de billes je crois, donc un diff qui est vraiment libre, le diff il marche vraiment bien à l'arrière, ça aucun souci. Alors à noter, la largeur du train arrière d'origine de boîte est de seulement 180 mm. Donc c'est pas très large. C'est pas très large. Il y a beaucoup de châssis qui montent maintenant à 190 mm. Donc moi j'ai fait en fait deux petites pièces, là, deux petits inserts de 3 mm de chaque côté pour monter à 186 de large et retrouver pareil un petit peu plus de grip. On pourra mettre des rondelles, c'est la même chose, hein, où il existe des inserts spéciaux. Donc c'est un axe en 1/4 de pouce, donc 6,35 mm. Donc c'est pareil, c'est du compatible, Yoke, Tamiya, pas Tamiya, Yokomo, X-Ray, tout ce qui sort maintenant sur le marché, CRC, Shepard, tout ça, enfin tous ces axes là en 6,35 en 1/4 de pouce. Là-dessus aucun souci. Donc la nudisation rouge, hein, donc pour le diff. Et le serrage du diff, hein, c'est classique, donc on a ici une pièce qui s'en va. Et on va serrer une vis en fait qui va compresser deux rondelles cuvettes pour venir serrer en fait les deux flasques sur les billes. Là-dessus aucune difficulté. Enfin on termine avec le montage de l'aileron arrière. Alors l'aileron arrière c'est assez marrant. Ce qui n'est pas d'habitude. D'habitude en fait ils mettent une plaque ici à 90 degrés en fait sur le bâtimoteur. Et là en fait c'est une plaque qui est montée en dessous. Et on a un renvoi plastique en fait ici à 45 degrés. Et on va faire un gros plan si on va essayer. Voilà. Et le renvoi en fait après est monté sur une autre plaque en carbone sur laquelle est monté l'aileron. Bon, après c'est pareil, ça n'a pas bougé, ça a un petit peu bougé sur 2-3 chocs. Mais bon ça bouge pas, ça revient en place. Donc là-dessus il n'y a aucune difficulté. Sur le montage et puis sur la solidité des pièces aussi, là-dessus il n'y a rien à dire. Je vous laisse juste jeter un petit coup d'œil aussi sur l'envers du décor. Donc ça c'est l'envers du châssis alu quand même, c'est pas mal ouvragé. Donc au montage quand même avec ces petits alors je sais pas si c'est de l'usinage ou si direct c'est en sortie de moule. En tout cas c'est pas mal, le traitement est sympa. Ça change un peu des châssis alu complètement noirs où généralement ils font juste des chanfreins en usinage, c'est joli aussi, hein. C'est vrai, c'est assez sympa, des chanfreins argentés là. Ça marche pas mal. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Les links, c'est pareil, bon, faut qu'ils soient libres, hein, là-dessus il n'y a aucune difficulté. Donc les links, je crois que la longueur qui est utilisée c'est la même que sur les VBC, Asso, les mêmes lignes que sur les pancar Asso, que sur les VBC. Donc c'est un peu plus court, je crois que les... Attendez, je vais regarder si j'ai pas ça dans ma boîte. Je vais avoir ma boîte qui doit être juste à côté. On va pouvoir regarder sur des lignes VBC, j'en ai juste là. Hop là. Hop, voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est la même, voilà, c'est les mêmes que sur des Asso, sur des VBC. Les X-Ray sont plus longs, je crois. Ouais, les X-Ray sont beaucoup plus longs. Donc il y a de la pièce, et puis chez Roche de toute façon il y a pas mal de pièces. Donc je vous l'avais peut-être pas dit, mais en fait Roche est distribué en Europe chez Tony Sport. Et le gros intérêt de cette marque, ce qui est assez sympathique, c'est que les prix des pièces c'est vraiment pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple le châssis alu, donc cette plaque là par exemple chez X-Ray sur la X1 c'est 80 €.
Cette plaque-là, c'est 20 euros. Chez Roche, celle-là, c'est 55 et celle-là, c'est 10 euros. Ça donne une idée. Pareil, je vous l'ai dit, les petites coupelles, là, c'est 5 balles. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme prix de pièces? Je crois que les triangles aussi, c'est autour de 8-9 euros. Hein, là où sur d'autres marques, on est plutôt autour des 20. Donc c'est pas mal, hein, le prix des pièces est vraiment intéressant. Le châssis, lui, est vendu, je crois, de tête, hein, il est vendu autour des 230-240 euros, je crois. Donc ça reste un châssis qui est quand même relativement abordable et qui est quand même super qualitatif. Moi je trouve, hein, la qualité est vraiment au rendez-vous, la solidité est vraiment là. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. On a quand même, bon, le petit défaut, je vous l'ai dit, c'est les huiles qui sont pas dans le kit. Bon, après, c'est pas dramatique. Ils ont quand même pas mal de pièces en option. Donc, je vous l'ai dit, le châssis alu, les colonnettes, le petit renfort ici. On va retrouver toutes les pièces de réglage, de setup, on va les retrouver avec. Mais bon, déjà le kit déjà de base est quand même quasiment, enfin, on dit pas full option, mais il est vraiment complet. On a beaucoup de réglages. C'est vraiment appréciable. Donc maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur les essais qu'on a pu faire et sur les résultats de ces essais. Donc c'est des essais que j'ai fait uniquement sur moquette. J'ai pas pu le tester en fait parce que je voulais pas mettre le châssis alu dehors, de peur de vraiment l'abîmer. Donc comme je l'ai monté assez rapidement, il aurait fallu que je remonte le châssis carbone pour tester un petit peu dehors, et puis j'ai pas eu le courage, tout simplement. Mais bon, sur moquette, même le châssis carbone, ça marchait vraiment bien. Je vous laisse regarder vite fait la vidéo. Donc la vidéo, elle a été faite avec le châssis carbone, donc sur la moquette de l'SMN. Je vous laisse regarder ça.
Voilà, donc on se retrouve après cette petite vidéo. Donc voilà les tests que j'ai pu faire. Donc j'ai monté, je commence toujours à faire par monter le setup qui est proposé dans la boîte. Et donc sur le setup de boîte, bon, la voiture est très roulable, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais manque, comme je vous l'ai dit, elle manque beaucoup d'arrière. Hein. C'est un peu le défaut de cette voiture. Alors c'est pas un gros défaut, hein, la voiture est rapide. De boîte, la voiture est costaud, il n'y a pas de souci, on pourra bosser sur le setup, je vous l'ai montré, il y a beaucoup de setup sur la Karmann, sur les carrossages, sur la chasse, sur l'ouverture qu'on pourra faire. Donc au final, moi j'ai réussi à avoir une voiture qui est vraiment rapide, alors surtout depuis que j'ai passé le châssis alu sur moquette, hein, c'est 3-4 dixièmes hein, de gain, le châssis alu par rapport au châssis carbone. Plutôt 3 que 4 d'ailleurs, hein, faut pas exagérer non plus. Ce que j'ai fait, donc... on va partir de l'avant à l'arrière. Donc en réglage, là le dernier setup que j'ai fait, donc ici j'ai mis la chasse à fond. Alors il y a deux écoles, là c'est pareil, chez nos amis belges, je sais pas si vous avez vu, il y a Nicolas Délysée et Olivier Bultink qui roulent dessus en ETS. Eux ils avancent vachement les trains avant. Donc ils vont avoir un réglage par exemple de 3 degrés de chasse et d'1 degré de carrossage. En fait on va aller à l'opposé d'un côté ou de l'autre pour diminuer le train avant, parce que le train avant est vraiment prédominant par rapport au train arrière. Donc on se retrouve à avoir une voiture déséquilibrée. Donc il va falloir en fait un petit peu dégrader le train avant, qui est trop efficace finalement, par rapport au train arrière. Donc moi ce que j'ai fait l'inverse, parce que je trouve la voiture plus facile en fait en sortie de virage, pour une piste sinueuse, c'est plus simple à enchaîner les tours. Donc j'ai reculé la chasse au max. Non, pas au max d'ailleurs, je crois que je suis à 9. Non, je suis à 9, je suis pas au max, je suis pas à 12, je suis à 9 de chasse. Et le carrossage, ici, il est à... Si j'arrive à le voir... Ouais, il est à 2,5 degrés de carrossage, donc le maxi. Et pareil, en ouverture, j'ai quand même pas mal ouvert, ça se voit un petit peu sur la vidéo. Voilà, j'ai pas mal ouvert, tout ça en fait pour calmer le train avant. Pareil, j'ai réduit la Karmann au maxi. Donc les tests c'est pareil, je les ai fait avec les pits 571 572, donc je voulais même des vieux, hein, je vous les montrer, c'est vraiment toujours les mêmes pneus que je prends pour faire les essais. Et au final en fait je me retrouvais à traiter que donc avec ces réglages là, hein. Donc on continue sur le setup, donc setup avec le châssis alu. Donc ici 600, ici dans les dampers latéraux ici, là, j'avais mis de la 10 000. Alors je suis monté jusqu'à 30 000, et puis je suis redescendu, parce que c'est vraiment plus facile hein, de retrouver du grip derrière. Le diff assez souple ici, et je vous l'ai dit, la voie élargie, l'empattement le plus long. Donc voilà ce qu'on... Et là on arrive à avoir des chronos qui sont vraiment super intéressants. Alors super intéressant pour vous donner un ordre d'idée, sur l'essai que vous avez vu là ça tournait, donc c'était je crois c'était au milieu hein, des tests que j'ai fait, donc c'était avec le châssis carbone, ça tournait en 13,7 à peu près, en 13,7 avec le grosso modo le châssis de boîte, le réglage de boîte. Une fois que j'ai tapé moi sur le réglage, j'ai donc reculé tout ça, diminué le train avant, remonté un petit peu de train arrière, mis le châssis alu. Le dernier chrono que je faisais, j'étais en 12,7, donc on gagne quasiment une seconde pleine. Alors pas tout à fait une seconde, 9 dixièmes grosso modo. Donc déjà il y a 3-4 dixièmes sur le châssis alu. Et puis on va retrouver du grip en diminuant un petit peu le train avant, avoir une voiture vraiment équilibrée, on va pouvoir attaquer beaucoup plus fort. Donc je vous l'ai dit, le traitement, en gros je traitais voire un tiers quoi, du pneu avant, voire pas du tout même quand on avait un petit peu de chaleur là, ces derniers temps, et l'arrière complètement. Donc voilà, on arrivait à avoir vraiment un setup homogène, la voiture est super rapide, donc vraiment agréable à piloter. Donc je vous le dis, le truc à faire, c'est de retrouver du train arrière en fait sur cette voiture, c'est la difficulté. Enfin c'est la difficulté, c'est pas vraiment une difficulté, hein, c'est toujours intéressant de bosser sur un setup. Mais c'était le truc à faire. Et une fois trouvé, c'est vraiment super plaisant
à piloter, c'est aussi rapide. Alors j'ai pas testé moi les châssis alu sur les X-Ray, mais là j'ai roulé avec quelques X-Ray qui étaient en châssis carbone, c'était plus rapide. Donc alors est-ce que c'était plus rapide parce que le châssis alu, il n'y avait pas des gros écarts, hein. Les X-Ray tournaient dans les 13,0 à peu près. 13,0, 13,1, 13,2, voilà, dans ces eaux-là. Donc il y a 3-4 dixièmes quoi avec le. Bon, alors c'est vraiment du kiff-kiff quoi, hein. Je pense qu'on mettrait des X-Ray avec un châssis alu, on arriverait à peu près au même chrono. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce test. D'abord je voulais remercier Roche en fait pour nous avoir envoyé ce châssis. Ils ont été super réactifs. C'était vraiment agréable de les avoir, de bosser avec eux. Donc je vous l'ai dit, le châssis il est dispo chez Tony Sport. Il y a sûrement d'autres magasins, peut-être chez SMS, je ne sais pas s'ils le font chez SMS. Il y a peut-être des magasins français qui vont s'y mettre, hein. Roche c'est une marque, hein, je pense, qui va se développer pas mal, hein, dans les temps à venir. Parce que la qualité en fait vraiment des châssis est vraiment là. Les prix sont super intéressants, je vois pas pourquoi ça marcherait pas quoi. J'ai vu sûrement l'essai de la Pancar aussi, hein. La Pancar c'est pareil de boîte, c'est un avion. Et comme celle-là, quasiment aucune casse dessus. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus autrement? Ah oui, j'avais eu Philippe du forum en fait qui m'avait signalé un petit problème lui sur son axe, qui avait un problème de pas de vis en fait dans la continuité de l'axe, le pas de vis qui était dedans là. Bon, c'est pas un problème que j'ai. Moi j'ai pas eu de problème pour le monter. Donc je sais pas si c'est tombé sur une mauvaise pièce, ça peut arriver de temps en temps. Moi j'en ai pas eu de mauvaise pièce sur celle-là, j'ai pas eu de mauvaise pièce non plus sur la Pancar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à signaler? Ouais, la garde au sol, faut faire gaffe quand même aussi, c'est pareil, devant comme derrière. Alors on va pouvoir tricher un petit peu sur la garde au sol en mettant des cales ici. Hein, si on a besoin, on peut mettre des petites rondelles en dessous pour avoir la garde au sol qu'on veut. Donc ça dépend vraiment des marques de pneus qu'on utilise, ça c'est vraiment à voir. Et puis le reste, c'est top, quoi, la qualité est vraiment là. Et c'était un test vraiment intéressant à faire. Voilà, donc ça se positionne vraiment dans le haut du panier, hein, des châssis actuels. C'est vraiment plaisant à conduire. Et puis c'est costaud, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Formule 1. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné, comme ça vous aurez les vidéos au moment où elles sortent. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur notre page Facebook, j'y poste de temps en temps, j'y partage quelques infos aussi que je mets pas forcément sur le site RCF1. Et puis comme d'habitude sur le site, n'hésitez pas à rejoindre le forum et puis à participer un petit peu à la vie de la communauté. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci à Roche pour nous avoir envoyé le châssis et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.